Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce cours sur la technologie Wi-Fi. Donc dans ce chapitre qui est le chapitre 2, on va parler sur la couche physique des différents standards de la technologie Wi-Fi. Donc le standard Wi-Fi, c'est la I3E 802.11. Donc le terme technique, c'est 802.11. Et Wi-Fi, c'est juste un nom commercial. Donc, dans ce chapitre, on va traiter la partie couche physique des différents standards. Donc, ce chapitre, il est composé de plusieurs sous-chapitres, si vous voulez. Dans le premier sous-chapitre, on va parler sur les différentes techniques utilisées pour moduler le signal, le spectre utilisable, donc tout ce qui est aspect physique. Donc, pour rappel, les différentes générations de la Wi-Fi, 802.11, donc on commence à 1997, où la première génération a été élaborée par l'organisme I3E. Ensuite, on a une série de générations. Donc, actuellement, on est à la génération 6, à la sixième génération, donc en 2020, 802.11 AX. Donc, on a 6 générations. Donc, et dans chaque génération, le terme génération, c'est utilisé dans les technologies 3GPP. Donc, en Wi-Fi, on n'utilise pas vraiment ce terme. Donc, on a le terme standard. Donc, pour chaque disons, des 10 années, pour chaque 10 ans, on a un standard. Un standard, c'est ils sont deux. I3E 802.11. Donc un standard, c'est juste un document, un PDF qui contient plus de 1000 de pages. Donc il contient les différentes spécifications techniques de la couche physique et la couche MAC. Donc I3E et elle élabore les standards, ou bien elle normalise la communication au niveau de la couche physique et la couche MAC. Donc jusqu'à maintenant, on a disons 6 versions ou bien 6 documents qui spécifient le standard I3E 802.11. Et entre deux générations, par exemple, entre 1999 et 2007, on a certaines améliorations sur la technologie Wi-Fi. On a introduit d'autres versions, si vous voulez, de la technologie Wi-Fi. Donc, pour introduire une amélioration, on ajoute ce qu'on appelle amendment. Amendment, c'est juste une modification sur le standard. Donc une modification, c'est juste des clauses. Donc c'est un terme utilisé dans le monde juridique. Là, on parle de loi, projet de loi, et dans chaque loi, elle contient des articles. Parfois, pour modifier la loi, on modifie certains articles. Donc c'est juste des modifications pour un article dans la loi. On ne change pas toute la loi. Donc ce terme est utilisé dans le monde Wi-Fi. Donc le amendment, c'est juste des modifications de certaines clauses, de certains articles dans le document officiel, dans le standard. Donc le standard, c'est un document de 1000 pages, voire plus, qui contient des spécifications techniques de la Wi-Fi pour chaque ensemble d'années. Et le amendment, c'est juste une modification pour certaines clauses. Les bandes de fréquence utilisées en Wi-Fi, on a la bande ISM définie par l'Organisme mondial des télécommunications, ITU, Telecommunication Sector. Donc on a la bande 900 MHz, la bande 2.5 GHz et la bande 5 GHz. Donc la bande 900 MHz, ces trois bandes sont license free, c'est-à-dire elles sont gratuites, elles sont utilisables gratuitement. Mais vu que le monde maintenant utilise le GSM, bon, malgré qu'on est malgré qu'on est dans le temps de la 5G, mais la GSM continue d'exister et elle continuera dans, disons, 10 années. Donc la bande 900 GHz en Wi-Fi, elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée car on risque d'avoir des interférences avec le GSM. Donc la bande la plus utilisée, c'est la bande 2.4, 2.5 GHz. Et on a aussi
La bande 5 GHz qui est utilisée en réalité depuis longtemps, mais elle n'est pas été vraiment largement adoptée par les professionnels Wi-Fi dans les installations réelles. Mais maintenant, elle est très 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 utilisée dans les nouvelles générations Wi-Fi, la bande 5 GHz. On va voir pourquoi. Donc, dans la bande 2.4, 2.5 GHz, nous avons 14 canaux, mais ces 14 canaux ne sont pas toutes disponibles dans, les- dans tous les pays. Donc, dans chaque pays, il définit un ensemble de canaux disponibles pour utiliser en Wi-Fi. Donc, les autorités locales, dans le cas de l'Algérie, c'est l'ARPT, donc l'ancienne appellation c'est l'ARPT, maintenant elle est appelée ARPCE, ARPCE, c'est elle qui définit le nombre de canaux ou bien la bande de fréquence utilisable en Wi-Fi. Donc chaque canal, donc on parle de ces 14 canaux dans la bande 2.4, donc chaque canal il contient 22 MHz. Donc chaque canal il a une largeur de 22 MHz. Donc la distance entre deux canaux adjacents est de 5 MHz. Donc visiblement, il est clair, comme on peut voir sur la figure, que le canal 1 et le canal 2 se chevauchent. Donc on ne peut pas utiliser le canal 1 et le canal 2 dans le même réseau. Donc on risque d'avoir des interférences. Donc, les canaux ne sont pas utilisables tous à la fois. Donc pour utiliser des canaux dans des installations Wi-Fi ou bien un réseau Wi-Fi, il faut un espacement entre le canal et le canal adjacent. Il nous faut un espacement de au moins 25 MHz entre les deux fréquences centrales. Donc, dans ce cas, dans le cas des 14 canaux de la bande 2.4, on peut utiliser juste le canal 1 avec le canal 6 et le canal 11. Donc si on veut utiliser trois canaux. Donc le canal 14, il est rarement utilisable car il est rarement disponible, même dans les implémentations réelles, les cartes réseau sans fil. On trouve rarement des cartes réseau sans fil qui supportent le canal 14. Si on a, on est, si on veut implémenter un réseau Wi-Fi, donc nous devons utiliser les canaux qui sont très probablement utilisables. On ne peut pas utiliser un canal qui est peu probablement supporté par les terminaux Wi-Fi. C'est-à-dire si vous implémentez le canal Wi-Fi dans votre point d'accès et un client qui arrive avec un smartphone qui ne supporte pas le canal 14, donc vous risquez d'avoir une mauvaise qualité d'expérience. C'est-à-dire le client final ne peut pas, même pas capter le réseau Wi-Fi. Donc, en Europe, nous avons jusqu'à le canal 13. Dans ce type de canal, dans cet ensemble de canaux qu'on a, donc on peut utiliser juste le canal 1, 6 et 11 parce que ce sont des canaux qui sont disjoints. Donc, la distance ou bien la séparation entre les fréquences centrales, elle doit être à 25 MHz. Maintenant, ce schéma-là représente le masque, ou bien le masque réel du canal. Donc, dans la figure précédente, on a représenté le canal par un pic qui est très lisse et qui contient juste un lobe principal, comme vous voyez ici. Mais le vrai spectre du signal transmis par un réseau, un émetteur Wi-Fi, c'est celui-là. Donc, vous remarquez qu'on a un lobe principal, donc de 30 dB, et on a des lobes secondaires. Donc le lobe principal, il est entre 11, il est entre moins 11 et plus 11, donc on a une bande de 22 MHz, donc la largeur du canal utilisable, et on a des lobes secondaires en dehors de la bande utilisable, c'est-à-dire on a des interférences avec les canaux adjacents. Donc si vous utilisez le canal 1 et le canal 6, malgré qu'on a utilisé un espacement
raisonnable, on a utilisé un espace de 25 MHz, on a toujours un risque d'avoir des interférences. Mais ce niveau d'interférence est plutôt acceptable. Acceptable dans une condition, dans le cas où les points d'accès ou bien les émetteurs qui utilisent les canaux différents sont distants. C'est-à-dire il faut avoir une séparation physique entre les émetteurs qui utilisent les canaux disjoints. C'est-à-dire ici, en résumé, même si vous utilisez des canaux disjoints, un canal, par exemple le canal 1 et le canal 6, malgré qu'ils sont disjoints, qu'ils ne se chevauchent pas, mais puisqu'on a des lobes secondaires, on risque d'avoir des interférences. Donc, c'est-à-dire même le canal 6, il peut interférer sur le canal 1 et le canal 11 lorsque le dispositif il est, ou bien le terminal Wi-Fi, il est très proche du point d'accès qui utilise le canal 6. C'est-à-dire si un terminal Wi-Fi il est en communication sur le canal 1 et qu'il rapproche au point d'accès qui utilise le canal 6, s'il approche trop près, donc il va y avoir des interférences dues au lobe secondaire. Donc en résumé, il faut une séparation physique en plus de la séparation de 25 MHz entre les fréquences centrales. Donc l'autre bande de fréquence utilisable, c'est la bande 5 GHz. Donc la bande 5 GHz, elle est appelée Unlicensed National Information Infrastructure. Donc on a 3 jusqu'à 4 bandes UNII, elle est subdivisée en plusieurs sous-bandes. Donc on a dans les bandes UNII, UNI 1, 2 et 3, on a 4 canaux. Donc la 802.11, elle définit l'utilisation de l'UNII 2E, de Extended, qui est là de 255 MHz. Donc on va voir plus loin dans ce chapitre pourquoi on a défini une nouvelle, disons, modification, pas vraiment une standard, c'est une nouvelle modification, amendment 802.11h, pour pouvoir utiliser les canaux UNII 2E. Donc les canaux UNII, nous avons 4 canaux dans la première bande, UNII 1, 4 canaux dans l'UNII 2, donc, et 11 canaux dans l'UNII Extended. Et on a aussi l'UNII 3 Upper, là où on a 4 canaux. Et on a un autre canal qui est un peu... non, c'est pas le même, c'est le même canal qui est ici. Donc, vous voyez ici, nous avons 4 sous-bandes. Nous avons l'UNII 1 et 2 et 3 qui contient 4 canaux. Et l'UNII Extended qui contient 11 canaux. 11 canaux. Donc 11 canaux, vous voyez ici, dans les 11 canaux, on a cette bande orange qui contient DFS. On va voir qu'est-ce que c'est DFS et pourquoi elle est nécessaire pour utiliser ces canaux. Donc la première remarque, c'est en comparant avec les canaux 2.4, 2.5 GHz, donc les canaux dans la bande 5 GHz, elles sont disjoints. Donc les canaux, ils sont disjoints, donc il n'y a pas d'interférence entre les canaux. Donc tous les canaux sont utilisables. On peut utiliser le 36 et le 40, par exemple ici. On peut utiliser le 36 et le 40 et le 44 et le 48 dans le même réseau sans risque d'interférence, sauf le cas d'interférence due au lobe secondaire qu'on a déjà parlé. La bande 3.6 GHz, elle n'est pas vraiment utilisable parce qu'elle nécessite une licence, c'est-à-dire elle est payante. La bande 4.9, donc elle est définie spécialement pour l'utilisation en Japon et aux États-Unis. Future of Wi-Fi frequencies,
Donc la bande pour 2.4 elle est dominante. Donc la bande 2.4 GHz dans le Wi-Fi elle est dominante parce que la plupart des cartes réseau déjà transmis, déjà disponibles sur le marché supportent 2.4 GHz uniquement. Mais le problème c'est que la bande de 2 GHz elle est petite. Donc on a beaucoup d'interférences sur cette bande. En plus des interférences dues à la technologie Wi-Fi, on a des interférences dues à l'utilisation d'autres technologies comme les fours micro-ondes et le Bluetooth et d'autres équipements médicaux qui utilisent le 2.4 GHz, même les drones, des jouets, etc. Donc il y a beaucoup de technologies qui fonctionnent en 2.4. Donc 2.4 elle est overcrowded, donc elle est pleine d'interférences, donc elle est épuisée. La bande 5 GHz, puisqu'elle contient plusieurs canaux, donc elle est toujours préférée par rapport à la bande 2.4 GHz. Mais comme on a déjà dit, le seul inconvénient de la bande 5 GHz est que il y a plusieurs terminaux qui sont sur le marché et qui sont déjà sur le terrain qui ne supportent pas la bande 5 GHz. La bande 60 Go, donc 60 GHz, on est dans des fréquences qui se propagent en visibilité directe. Donc la bande 5 GHz, c'est 60 GHz, donc elle n'est pas utilisée pour avoir une couverture. Donc on a des applications bien précises et spécifiques pour utiliser la bande 60 GHz. Donc là, cette bande, elle était définie initialement dans l'amendment, donc la modification 802.11 AD. Donc le débit, il peut atteindre jusqu'à 7 gigabits par seconde. Mais le problème, elle ne peut pas pénétrer dans les murs. Elle ne peut pas pénétrer les murs et les obstacles. Par exemple, si vous installez un point d'accès Wi-Fi qui fonctionne en 60 GHz, pour capter le signal, il faut avoir un lien en visibilité directe et dégagé de tout obstacle. Donc il faut avoir toute l'ellipsoïde de Fresnel, si vous vous rappelez, l'ellipsoïde de Fresnel, il doit être dégagé. Il doit être vide. On doit avoir un lien en visibilité directe, c'est-à-dire on va être en face du point d'accès pour pouvoir capter le signal. White, c'est-à-dire blanc, donc Wi-Fi blanc, c'est-à-dire une fréquence blanche. La fréquence blanche, c'est un terme utilisé aux États-Unis pour désigner les fréquences qui étaient utilisées dans le passé par la télévision et qui sont disponibles maintenant, pour, pour l'utilisation à une autre technologie. Donc, dans les États-Unis, il y a des fréquences qui étaient utilisées pour la télévision dans le passé et maintenant qu'elles ne sont plus utilisées. Donc elles sont disponibles. Donc le Wi-Fi, c'est un projet c'est un projet ou bien c'est un standard, on peut dire, parce qu'il était déjà défini dans le draft. Donc draft, c'est un document qui est en train d'être standardisé. Donc le 802.11 AF définit les spécifications physiques pour exploiter les fréquences en dessus de 1 GHz, c'est-à-dire les fréquences white, les fréquences blanches qui sont disponibles aux États-Unis. Les différentes techniques de la couche physique utilisées en Wi-Fi. Donc on va pas parler sur infrared, donc l'infrarouge, donc le premier standard, le I3E original. Elle définit l'infrarouge et la communication radio. Elle définit deux types de communication infrarouge et communication radio. Donc la communication radio, on a deux techniques principales. Soit on utilise le narrowband, c'est-à-dire communication à bande étroite, ou bien spread spectrum, c'est-à-dire on va étaler le spectre. Donc le spectre de signal, donc on a un certain signal en bande de base. Pour le transmettre, on a deux possibilités. Soit on le transmet tel qu'il est et en résultat, on va occuper juste la bande
qu'il était occupé par le signal en mode de passe. Donc on ne va pas augmenter ou diminuer la bande du signal. Dans le cas, donc la communication en bande étroite, elle est représentée par le pic, par ce pic dans la figure. Donc le pic qui est étroit et qui a une puissance très grande. Par contre, la communication large bande, elle est représentée par cette courbe. Comme vous voyez ici, elle nécessite peu de puissance et elle occupe plus de fréquences. C'est-à-dire dans la communication spread spectrum, donc la communication à étalement de spectre, on va étaler le spectre, c'est-à-dire le spectre en bande de base, qui est occupé en bande de base, on va l'étaler avant le transmettre. Par exemple, si on veut transmettre 1 mégabit par seconde, on va l'étaler jusqu'à 10 mégabits par seconde. Bien sûr, chaque technique a ses propres avantages et inconvénients. Donc si on étale le signal, on aura une perte. On aura une perte, c'est-à-dire on va gaspiller de la bande pour transmettre la même chose 10 fois. Donc dans les communications à large bande ou bien à étalement de spectre, on a deux types. Soit à étalement de spectre avec saut de fréquence, donc le frequency hopping spread spectrum, donc fréquence à saut de fréquence hopping. Donc pour transmettre le signal, donc le signal on peut le transmettre comme vous voyez ici, l'épaisseur de cette bande représente l'épaisseur de cette bande là représente la bande de fréquence de signal en bande de passe. Donc au lieu d'utiliser que cette bande transmise en continu, on va diviser le signal dans le temps, dans chaque période de temps bien spécifique, et on va changer la fréquence. Donc c'est-à-dire, par exemple, ici je transmets le premier signal de durée, disons t, et après cette durée, je vais changer la fréquence. Donc je vais faire un saut de fréquence. Je vais utiliser cette fréquence pour transmettre le signal pour la même durée prédéfinie t, et ainsi de suite. C'est-à-dire je change de fréquence après chaque durée définie. C'est la fréquence hopping. Donc, et le schéma de saut de fréquence, elle est prédéfinie. Comme vous voyez ici, vous pouvez remarquer que le même schéma se répète. C'est-à-dire il doit avoir un agrément entre l'émetteur et le récepteur sur les fréquences utilisables. L'autre technique, ou bien la deuxième technique, c'est Direct Sequence. Donc Direct Sequence, c'est la technique la plus utilisée dans le spread spectrum. Donc lorsqu'on transmet en spread spectrum, la technique la plus utilisée, c'est Direct Sequence. Direct Sequence, elle est définie dans le standard original, 802.11. Donc on l'utilise dans la bande 2.4. Initialement défini par le High Rate DSS. Donc, High Rate DSS, c'est juste une appellation définie par le 802.11 pour désigner les différentes versions de la Wi-Fi. Par exemple, au lieu de dire 802.11b, lorsqu'on parle de la couche physique, parce que 802.11b, on a la couche physique, la couche MAC. La couche MAC, on n'a pas de modification par rapport aux autres versions. Donc pour désigner que la couche physique, on dit HRDSS. Donc HSDSS, c'est l'appellation donnée par I3E à la couche physique de 802.11b. Amendment, comme on a déjà dit, c'est la modification d'un standard qui préexistait. Donc DSS défini par le standard original. Donc original, c'est le premier standard. Donc on n'a pas les petites lettres. Donc dans le 802.11 standard, c'est le standard original. Il définit DSS et il peut atteindre un débit de 1 à 2 mégabits par seconde. Donc le premier standard. Le deuxième standard qui est appelé HRDSS, il peut
d'avoir un débit entre 5,5 et 11 mégabits par seconde. Donc dans la technique spread spectrum, le principe est simple. Donc ici, on n'a pas un saut de fréquence. Donc il n'y a pas de frequency hopping. C'est juste lorsque vous voulez transmettre un 1, donc le 1 binaire, le bit 1, on va transmettre une séquence. Donc au lieu de transmettre 1, au lieu de transmettre par exemple 1 en mode NRZ, on va transmettre une séquence. Toute cette séquence doit être transmise pour représenter le bit 1. Et pour transmettre le 0, on va transmettre cette séquence. Donc on va transmettre toute une séquence pour désigner le bit 0. Donc en résultat, vous voyez ici la séquence à transmettre. Donc au lieu de transmettre juste un schéma comme ça, au lieu de transmettre juste 1, 0, on va transmettre toute cette séquence pour représenter juste, pour coder juste 1 et 0. Donc vous voyez ici que la bande de fréquence, elle était changée. Donc au lieu de transmettre juste un 1 et 0, au lieu de transmettre juste un niveau haut et un niveau bas pour représenter 1 et 0, on a utilisé toute une séquence. Donc la bande de fréquence est consommée par le signal, donc la bande de fréquence consommée par le signal, elle est augmentée. Donc en résultat, la technique Direct Sequence Spread Spectrum, elle va consommer plus de fréquences par rapport à transmettre le signal sans faire le spread spectrum. Donc, juste une appellation ici, c'est pour désigner dans cette séquence transmise, pour désigner ce pseudo-bit, si vous voulez. Donc, puisqu'on a désigné le bit, le bit de l'information par l'appellation bit. Donc, dans la séquence, on appelle ce pseudo-bit un chip. Donc le chip, c'est juste le petit morceau, ou bien la petite un chip, c'est la petite information, mais le petit morceau transmis par le signal. Donc on peut remarquer rapidement que la bande de fréquence consommée par le signal après DSS, elle est augmentée car on a utilisé une séquence. Donc cette séquence par exemple, elle contient jusqu'à 11 bits. Donc si je diminue la longueur de cette séquence, je vais diminuer la bande de fréquence consommée par le signal. Donc c'est-à-dire la bande de fréquence consommée ou bien la bande de fréquence utilisée pour transmettre ce signal, elle dépend de la longueur de la séquence. Donc dans la 802.11, on a utilisé un code à 11 chips dans la technique donc on a utilisé un code dans 802.11, on a utilisé un code 802.11 dans 802.11 original, on a utilisé un code à 11 chips appelé Barker code. Dans le cas de HRDSS, donc pour augmenter encore le débit, donc c'est-à-dire pour diminuer la bande de fréquence consommée par le signal, c'est-à-dire on va diminuer la bande nécessaire pour pouvoir augmenter le nombre de bits à transmettre dans la même bande de fréquence. Pour cela, HRDSS, elle a défini un code plus court, ou bien une séquence plus courte pour
pour étaler le spectre. Comme vous voyez ici dans ce tableau, une comparaison entre les différentes techniques DSS. Donc on a le DSS, bon, une remarque, ces techniques, c'est juste les DSS, on n'a pas le HSS, le HF, on n'a pas le Frequency Hopping, FHSS, c'est juste les DSS. Donc on n'a pas le Frequency Hopping, FHDSS, parce que cette technique, elle n'est plus utilisée maintenant dans les réseaux Wi-Fi. Même le DSS est en voie de disparition. Donc les nouvelles générations n'utilisent que l'OFDM, qu'on va la voir plus loin dans ce chapitre. Donc DSS original, elle peut utiliser un débit, elle peut atteindre un débit de 1 à 2 mégabits par seconde. Elle utilise une séquence de 11 chips. Donc chaque 11 chips, elle code juste un seul bit. Et le type de modulation, c'est différentiel BPSK. Pour augmenter le débit, pour atteindre les 2 mégabits, donc le DSS, dans le standard original, utilise une modulation à 4 états. Le HRDSS, elle peut avoir un débit de 5.5 ou de 11 mégabits par seconde. Donc, elle a réduit la longueur de la séquence, donc 8 au lieu de 11, donc c'est 8 au lieu de 11. Elle a augmenté le nombre de bits à encoder. Donc, dans le cas de DSS, on peut coder juste 1 ou 0 par des séquences, c'est-à-dire on a juste 2 séquences. Dans le cas du CCK, on peut coder jusqu'à 4 bits ou bien 8 bits. Donc, c'est-à-dire on a plus de séquences. Donc, on a jusqu'à 2 à la puissance 4 séquences et 2 à la puissance 8 si on veut utiliser 8 bits. Donc, on a plusieurs séquences pour coder les différentes combinaisons de 4 bits ou bien de 8 bits. Et le seul schéma de modulation utilisé, c'est modulation en quadrature de phase, c'est-à-dire à 4 états. L'OFDM, c'est la technique la plus répandue dans les différentes générations de la communication sans fil, que ce soit Wi-Fi ou autre technologie. Donc l'OFDM, le Wi-Fi, elle a une longue histoire. Elle a commencé en 1999, 802.11a. Donc c'est presque le premier standard Wi-Fi. Ou bien le deuxième, on prend pas en compte l'original. Donc utilise l'OFDM. Mais elle n'a pas elle n'avait pas un grand succès car dans cette époque-là, les émetteurs ou bien le hardware, le hardware qui utilise l'OFDM, il était un peu cher. Donc c'est pour ça que le 802.11a n'est pas une technologie très connue. Donc l'OFDM, elle est utilisée dans le 802.11a, G et N, AC, et même maintenant AX, la nouvelle version, ou bien la dernière version 802.11, Wi-Fi presque, c'est le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Donc il utilise l'OFDM. Donc l'OFDM, c'est la technique de transmission la plus répandue, donc elle est la plus utilisée dans les nouvelles générations Wi-Fi. Donc l'OFDM consiste à transmettre le signal dans des sous-porteuses. Au lieu d'utiliser une seule porteuse pour transmettre le signal et avoir un seul spectre transmis, ou bien un seul canal, une seule bande de fréquence de largeur, disons ici W, on a utilisé plusieurs sous-porteuses. Donc on a utilisé plusieurs sous-porteuses au lieu d'utiliser une seule porteuse. Et la largeur de bande, elle est égale à 1/5 dans cet exemple, puisqu'on a utilisé une bande de W, on la divise sur 5 sous-porteuses. Donc chaque sous-porteuse, elle est égale à W sur 5. Donc c'est-à-dire, on peut dire qu'on n'a rien fait. C'est juste, au lieu de transmettre le signal dans une seule porteuse qui occupe
W, on a transmis le signal dans 5 sous-porteuses qui utilisent W sur 5, qui consomment W sur 5. Donc la largeur de bande totale, elle est toujours W. Donc d'un point de vue spectre, on n'a ni perdu ni gagné quelque chose. Donc, et pourquoi on utilise l'OFDM alors? Donc si vous voyez ici, la technique de transmettre en sous-porteuse, c'est-à-dire de diviser le signal en des fréquences et de transmettre le signal à des sous-porteuses, comme le cas ici, on a 5 sous-porteuses. Pour le faire, en utilisant des méthodes anciennes, on doit avoir une séparation entre les deux fréquences adjacentes. Donc, on va avoir une certaine bande de garde. Une bande de garde, c'est une bande qui n'est pas utilisée pour transmettre de l'information. Donc, en réalité, on va consommer plus de bandes de fréquences. Si je veux diviser cette bande par 5, je ne peux pas transmettre dans des canaux adjacents. Par exemple, entre le canal bleu et le canal vert, je dois avoir entre le canal 5 et le canal vert, je dois avoir une bande de gap, une bande non utilisable. Donc, et en résultat, je vais consommer plus de bandes de fréquence par rapport à transmettre le signal dans une bande de W. C'est-à-dire je vais consommer W plus 4 fois la bande de gap utilisable. Donc ce problème se pose dans les techniques non OFDM, si vous voulez, donc les techniques FDM, les techniques anciennes. Car pour filtrer les deux sous-porteuses, le filtre doit avoir on doit avoir une séparation pour pouvoir filtrer le signal en utilisant un filtrage ordinaire. Mais dans le cas de l'OFDM, donc on n'a pas à utiliser des filtres. Donc l'OFDM utilise une implémentation numérique basée sur la IFFT. Donc basée sur la FFT. Et en utilisant l'algorithme FFT, on peut transmettre dans des bandes adjacentes sans ajouter une bande de câble. Donc l'algorithme FFT est là, à la puissance de faire la distinction entre deux sous-porteuses adjacentes, même en cas de chevauchement, mais avec un niveau de chevauchement qui doit être respecté. C'est-à-dire on ne doit pas avoir un chevauchement plus grand que celui-là. C'est-à-dire le maximum de la première sous-porteuse avec le minimum de la deuxième sous-porteuse. Donc si la deuxième sous-porteuse se chevauche plus que ce niveau d'interférence, donc on doit avoir des interférences irréversibles, c'est-à-dire des interférences qu'on ne peut pas les résoudre. Donc l'OFDM permet d'éviter l'utilisation des bandes de gap. Donc en utilisant l'OFDM, on peut transmettre dans des sous-porteuses adjacentes et sans la nécessité d'ajouter des bandes de gap. Donc l'OFDM, elle consomme le spectre d'une manière très efficace. Donc elle a une très bonne efficacité spectrale. Donc l'OFDM elle a une très bonne efficacité spectrale car elle exploite le spectre d'une manière très efficace. On n'a pas à ajouter des bandes de gap pour transmettre l'information. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas répondu à la question pourquoi on transmet en utilisant des sous-porteuses. Donc c'est juste un exemple pour illustrer qu'en utilisant le FDM, chaque canal Wi-Fi il est subdivisé en 52 sous-porteuses. Donc pour répondre à la question pourquoi on transmet le signal en des sous-porteuses, on doit savoir que le signal se propage
en plusieurs trajets. Le signal se propage en trajets multiples, multipath. Et trajet multiple, par exemple, disons ici, par exemple dans cet exemple-là, on a ce premier symbole qui arrive en en utilisant un certain trajet et un autre symbole qui arrive en empruntant un trajet différent. Donc on a le même symbole, le symbole 1 et le symbole 1 qui arrivent deux fois. Donc on reçoit deux copies du même symbole. On reçoit deux copies du même symbole, mais la différence c'est qu'on a un certain retard ici. On a un certain retard. Donc cette caractéristique, elle caractérise le canal de transmission. Donc ce principe, il est valable pour n'importe quelle technique de transmission, que ce soit l'OFDM, DSS ou n'importe quel type de transmission. Bon, n'importe quel type de transmission, sans fil bien sûr, dans un canal, dans un canal à trajet multiple, on reçoit plusieurs copies de la même information. Donc, puisque je reçois plusieurs copies de la même information, il va y avoir des interférences. On l'appelle des interférences intersymboles. Par exemple, ici, vous voyez que le deuxième symbole, delayed symbole, le symbole retardé, qui arrive en empruntant un schéma ou bien un chemin plus loin. Disons par exemple le symbole 1, il emprunte ce trajet ou bien ce chemin. Le symbole 2, disons, utilise un deuxième trajet, c'est-à-dire il provient d'une réflexion à partir de certaines surfaces. C'est pour ça qu'il arrive en retard. Donc le problème c'est que les symboles qui arrivent en retard se chevauchent avec le prochain symbole. C'est-à-dire dans le premier trajet, on reçoit le premier symbole et après le premier symbole, on reçoit le deuxième. Celui-ci est le deuxième symbole. Au même instant où le symbole 2 arrive, on aura la deuxième copie du symbole 1 qui arrive. C'est-à-dire, dans le même instant, on a le symbole 2 qui arrive en utilisant le chemin direct ou bien le chemin le plus court, et un autre symbole ou bien une autre copie du symbole 1 qui arrive en retard. Dans ce cas-là, on a des interférences intersymboles, c'est-à-dire le symbole 2 qui se chevauche avec une partie du symbole 1 qui arrive en retard. Donc ce problème d'interférence intersymbole, il est plus compliqué lorsque la longueur du symbole elle est petite. Disons par exemple, notre symbole il est de cette longueur-là. Et lorsqu'on a des interférences avec un autre symbole, on a presque la moitié du symbole qui est détruite. Par contre, lorsque la durée du symbole elle est plus longue, lorsqu'on a des interférences entre symboles, on a juste une partie du symbole qui est détruite. Par exemple, ici, on a presque 30% du symbole qui est détruite. Par contre, ici, on a 50%, lorsque la durée du symbole elle est très, très petite. Donc, sans trop parler du détail, la technique d'OFDM, ou bien la technique de transmission multiporteuse, elle permet d'étaler la longueur du symbole. Elle permet d'utiliser un symbole plus long. Donc en OFDM, on utilise un symbole plus long, donc en durée, par rapport à la transmission à une seule porteuse. Donc si on utilise une seule porteuse, disons single carrier OFDM, donc single carrier SC, disons single carrier, il n'y a pas ici OFDM, je m'excuse. Donc single carrier, donc vous voyez que la durée du symbole ici, elle est très très courte par rapport à la durée du symbole en utilisant le FDM. Pour le même débit de transmission, si je reviens
au premier schéma. Dans le cas où on utilise une seule porteuse large bande, la durée du symbole, elle est très petite. Lorsqu'on utilise plusieurs sous-porteuses, la durée du symbole, elle est plus grande par rapport à la durée du symbole en utilisant la communication à une seule porteuse. Donc je ne peux pas entrer dans les détails ici. Pour plus de détails, vous pouvez chercher vous-même sur Internet comment on calcule la durée du symbole dans le cas OFDM. Donc, lorsque le symbole il est long, ou bien il a une période très grande, donc il occupe une période très grande, le problème d'interférence intersymboles toujours reste, il se pose, mais on peut le résoudre en utilisant une certaine bande de garde, intervalle de garde. Donc on peut résoudre le problème d'interférence intersymboles dans le cas d'OFDM, puisque le problème existe, on ne peut pas l'éliminer, c'est dû à la nature du canal. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser une certaine période de garde, c'est-à-dire au lieu de transmettre les symboles enchaînés, au lieu de transmettre les symboles, par exemple le symbole 1, directement le symbole 2, le symbole 1, le symbole 2. Donc on va ajouter une certaine période ou bien un temps de garde. Donc pour éviter les interférences, on va utiliser ou bien on va transmettre le symbole 1, S1. On attend un certain temps. En plus, ensuite, on va transmettre le deuxième symbole, S2. Donc ce temps de garde, il doit être calculé en fonction du canal. Donc il doit être le même que la zone d'interférence entre les différents symboles. Il doit correspondre au même intervalle de temps, où on a l'interférence entre le symbole et le symbole adjacent. Donc dans ce temps de garde, le guard interval, donc ce guard interval, c'est GI, guard interval. L'inconvénient, c'est que dans cet instant-là, ou bien dans cette période GI, le guard interval, on ne peut pas transmettre de l'information. C'est-à-dire on va pas transmettre de l'information, c'est-à-dire qu'on va gaspiller un peu de la bande de fréquence. Mais c'est nécessaire, on ne peut pas le faire autrement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les points d'accès professionnels, on peut configurer le guard interval. Donc on peut choisir le guard interval entre des valeurs bien définies. Donc, on a des valeurs bien définies, par exemple 400 nanosecondes et 800 nanosecondes. On peut choisir soit 400, soit nano. Donc si on choisit un guard interval très long, est-ce qu'on va gagner dans la couverture ou on va perdre de couverture? C'est-à-dire si le guard interval il est long, disons je peux choisir entre 800 et 400. Si je choisis 800, est-ce que la zone de couverture sera plus grande par rapport à choisir 400, ou bien c'est l'inverse, c'est-à-dire si je choisis 400, j'aurai une zone de couverture plus grande par rapport à 800. Donc c'est à vous de me répondre sur cette question. Donc, elle nécessite un peu de réflexion sur la nature du problème et vous pouvez trouver la réponse facilement. Les avantages de l'OFDM. Donc l'OFDM elle est résistante au multipath. Donc multipath c'est ce que on avait expliqué dans le slide précédent. Le multipath, c'est lorsqu'on a un canal à plusieurs trajets, c'est-à-dire le signal arrive en empruntant plusieurs trajets, c'est-à-dire j'aurai plusieurs copies de signal qui arrivent,
j'aurai des interférences intersymboles. Donc en utilisant l'OFDM, je peux régler ces symboles, ces interférences intersymboles, puisque la durée du symbole elle est longue, donc je peux introduire un temps de garde qui est négligeable par rapport au temps utilisé pour transmettre de l'information. High Spectral Efficiency, donc on a déjà parlé sur l'efficacité spectrale, donc lorsqu'on a dit qu'on n'a pas à utiliser une bande de fréquence de garde, c'est-à-dire on peut utiliser toute la bande de fréquence pour transmettre l'information, on ne va pas gaspiller de bande de fréquence. L'utilisation flexible, c'est-à-dire je peux augmenter le nombre de supporteuses, je peux augmenter le nombre de supporteuses, je peux augmenter la bande utilisable facilement. L'implémentation est simple parce que en réalité dans les télécommunications et l'électronique on a travaillé beaucoup sur l'implémentation FFT, IFFT. Donc elle est très utilisée dans le monde de la télécommunication. Donc les FFT, IFFT sont déjà prêts pour l'utilisation en temps réel. Et ils sont utilisables en plusieurs. Vous pouvez chercher vous-même l'utilisation et les applications FFT, IFFT. L'inconvénient, les inconvénients de l'OFDM, donc comme toute technique, elle n'est pas parfaite. Donc on a certains inconvénients, mais qu'elles sont négligeables par rapport aux avantages de la technologie de OFDM dans les réseaux Wi-Fi et les réseaux sans fil en général. Donc l'OFDM et MCS. MCS, c'est le schéma de modulation et de codage. Donc la modulation, c'est le nombre de bits à transmettre simultanément. Et le codage, c'est la capacité du système à résoudre ou bien à corriger les erreurs. Le codage, c'est le codage correcteur d'erreurs. Le codage correcteur d'erreurs. Et la modulation, c'est le nombre d'états de modulation ou bien le nombre de bits à transmettre par symbole. Donc l'OFDM en Wi-Fi utilise le codage convolutionnel, donc codage convolutif, convolutional code, pour la correction des erreurs. La modulation, donc BPSK, elle n'est plus utilisée, maintenant on utilise QPSK et QAM, surtout QAM, donc à plusieurs étapes, dont les nouvelles standards. Par exemple, dans le AC c'est qui est l'équivalent de la 5e génération, on a 256 QAM, donc modulation QAM à 256 états, et le AX, donc la 6e génération de Wi-Fi qui utilise 1024 QAM. Donc la modulation, le nombre d'états de modulation n'est pas fixe dans un réseau sans fil, donc impossible de fixer le nombre d'états de modulation et de codage. Donc le codage et le nombre d'états de modulation il dépend de la qualité du canal. Lorsque le canal est bon, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas des interférences, il n'y a pas beaucoup d'interférences et le signal il est en bonne qualité, on peut augmenter le nombre d'états. Dans le cas contraire, on doit diminuer le nombre d'états de modulation. C'est-à-dire le nombre d'états de modulation, si je l'augmente, je risque d'augmenter le taux d'erreur. Si je le diminue, je peux avoir un taux d'erreur très petit. Et lorsque le canal, lorsque les conditions du canal sont bonnes, donc je peux utiliser un nombre d'états élevé. C'est-à-dire le canal, il aura la capacité de décoder l'information malgré les ambiguïtés. Mais lorsque les conditions de canal ne sont pas bonnes, je ne peux pas utiliser un nombre d'états élevé. Donc on doit respecter les capacités du récepteur à déchiffrer l'information. Dans le cas 802.11a et G, donc c'est les deux variantes qui utilisent l'OFDM. Donc par exemple, on voit ici dans ce tableau-là le débit qui varie entre 6 et 54 mégabits par seconde. Vous remarquez aussi que entre 6 et 9, on n'a pas par exemple 7 et 8, donc le débit, on a des valeurs discrètes qui peut prendre le débit. Pourquoi discrète? Parce que ça dépend de modulation utilisée et
le codage, le type de codage. Ici, le codage, on parle du code correcteur d'erreurs. Donc, pour corriger des erreurs, on doit ajouter des bits supplémentaires. Par exemple, dans cet exemple, dans la première ligne du tableau, pour transmettre 24 bits d'information, je vais utiliser 24 autres bits de redondance. Donc le coding rate, le taux de codage, c'est 50%. C'est-à-dire si je transmets une séquence binaire, 50% elle est réservée pour l'information et 50% réservé pour les bits supplémentaires pour la correction d'erreurs. Donc je vais réduire le, 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 le débit à 50%. Donc en ajoutant des bits supplémentaires pour correction d'erreurs, ça bien sûr consomme de la bande passante, ça consomme du débit disponible pour transmettre de l'information. Donc le coding rate, ici il varie de 1,5, 50% jusqu'à 3 quarts, donc 75%. Donc 75%, j'aurai plusieurs, les bits de correction d'erreur sont très, très nombreux par rapport aux bits d'information. Donc on a, pour déterminer le débit, on a deux paramètres clés. Le paramètre, bon, ici on suppose que la bande de fréquence elle est fixe, hein. On ne parle pas de l'influence de la bande de fréquence. Donc pour déterminer le débit, il y a deux paramètres, le paramètre modulation et le paramètre codage. Modulation, elle détermine le nombre de bits à transmettre simultanément, le nombre de bits à transmettre par symbole. Et le codage définit combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour corriger les erreurs. En réalité, le débit annoncé par le standard, c'est-à-dire si ces dB-là, 6, 9 jusqu'à 54, on peut pas l'avoir, on peut pas les avoir dans la couche application. Pourquoi? Parce que le fonctionnement du Wi-Fi en couche 2 utilise une technique appelée CSMA-CR. Donc cette technique, on va la traiter dans le prochain cours. Donc on va parler sur CSMA-CR dans le cours qui traite la couche MAC. CSMA-CR consomme presque 50% du débit. C'est-à-dire si dans le cas de 54 mégabits par seconde, lorsque le Wi-Fi peut supporter jusqu'à 54 mégabits par seconde, dû à l'utilisation de CSMA-CR, une réduction plus de 50% de débit, donc on aura juste 20 mégabits disponibles pour l'utilisation. Et en cas où 5 stations utilisent le même point d'accès, le débit il sera divisé par 5. Donc on aura 4 mégabits par seconde pour chaque utilisateur. C'est-à-dire en résumé que le débit qu'on a parlé ici, dans la couche physique, qui varie de 6 à 54 dans le cas de 802.11g, on ne peut pas l'avoir dans les couches supérieures. En réalité, on n'aura pas 54 bits par seconde, on aura moins de 50% de ce bit-là, de ce débit-là. On aura moins de 50%. Donc, par exemple, dans le cas de 54 bits par seconde, on aura juste 20 mégabits par seconde disponibles pour les utilisateurs. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi, il fonctionne en half duplex. Donc le Wi-Fi ne fonctionne pas en full duplex, c'est-à-dire il ne peut pas transmettre et recevoir en même temps. Donc si une station transmet, les autres stations sont à l'écoute, donc elles ne peuvent pas transmettre. Et pour recevoir, il faut demander, pour transmettre ou recevoir, il faut
il faut certains messages de contrôle. Donc, les messages de contrôle qui circulent sur le réseau consomment du débit. Donc, ces messages de contrôle et ce principe de fonctionnement ou bien ce protocole CSMA-CA consomme plus de 50% du débit disponible dans le Wi-Fi. Donc les différents standards on a déjà parlé sur les standards et les amendments dans le premier slide. Donc on a jusqu'à 6 standards. On est maintenant à la 6e génération Wi-Fi. Donc, et pour les différentes versions Wi-Fi ou bien les principales améliorations, surtout en matière de débit, on a les versions B, A, G, N, AC et AX. Dans le marché, la version la plus utilisée, c'est la 802.11G. La 802.11G, c'est la technique préférée par les constructeurs parce qu'elle est compatible avec les différentes versions, elle est compatible avec le A et le B. Donc le 802.11n, il fonctionne en utilisant une nouvelle technologie appelée MIMO. Donc avec le 802.11n, on peut augmenter le débit énormément, donc on va voir par la suite. 802.11ac, malgré qu'elle présente plusieurs avantages et elle améliore la qualité, elle a l'inconvénient d'être n'est pas compatible avec les versions qui fonctionnent en 2.4 car elle fonctionne juste en 5 GHz. 802.11ax, c'est la technologie d'actualité, c'est la technologie de pointe de la 802.11 de I3E 802.11. Donc la technologie, la 802.11ax, c'est la 6e génération. Donc on va consacrer un chapitre spécialement pour décrire en détail ces 3 dernières versions, la version 4, 5 et 6. Donc on va les traiter dans un chapitre séparé. Donc la 802.11 originale, la première version, elle définit les spécifications, la couche physique et la couche MAC, donc comme toutes les versions du standard I3E 802.11. Donc I3E 802.11 standard définit toujours les spécifications en couche physique et en sous-couche MAC. Le standard, l'original I3E 802.11, donc l'original c'est la toute première version, elle définit 3 types de communication. Le premier type c'est l'infrarouge. Le deuxième c'est frequency hopping, on a déjà parlé sur le frequency hopping spread spectrum. Et le troisième c'est DSS. Donc ces 3 techniques, elles sont définies dans le standard original, c'est-à-dire original est la toute première version du Wi-Fi. Dans le cas FHSS et DSS, dans l'original 802.11, elle fonctionne en utilisant 2.4 GHz uniquement. Et le débit, il varie entre 1 et 2 mégabits seulement. La 802.11b utilise le HRDSS. Il faut vous rappeler que lorsqu'on a parlé de DSS, on a dit que HRDSS, il utilise un code d'étalement plus court par rapport au code d'étalement utilisé auparavant dans la version originale. Donc vous pouvez revenir au slide du HRDSS
pour, pour savoir la différence entre HRDSS et DSS. Donc le débit, il peut atteindre jusqu'à 11 mégabits par seconde. Elle est compatible avec le standard original 802.11 DSS. Donc elle est définie comme étant HRDSS, c'est juste une appellation donnée par I3E pour désigner le 802, la couche physique 802.11b. Donc elle fonctionne uniquement en 2 GHz, 2.5 GHz. Le range, donc le range, la couverture ou bien la distance maximale, c'est 115 mètres. La 802.11a, donc la 802.11a définie en 1999, donc c'est la première version Wi-Fi qui utilise l'OFDM, mais on a dit qu'elle n'a pas beaucoup de succès à cette époque car les émetteurs OFDM étaient un peu chers ou bien très très chers à cette époque. Elle peut atteindre jusqu'à 54 mégabits par seconde. Elle opère seulement dans les fréquences 5 GHz. Elle n'est pas compatible avec les autres versions. Ceci est un inconvénient très grand inconvénient pour cette technologie. La zone de couverture, bien la région de couverture, elle couvre une région très courte. Elle couvre une région très petite par rapport à la version B. Donc la 802.11a, elle a un rayon de couverture très petit par rapport au rayon de couverture de la 802.11b, car la 802.11a utilise 5 GHz. Donc 5 GHz, elle a une couverture très petite par rapport à 2.5 GHz. La 802.11g, donc pour éliminer le problème d'incompatibilité avec le A et le B, donc le I3E ont proposé 802.11g qui peut atteindre les débits de 54 mégabits par seconde. Elle a le rayon de couverture le même que la B. Elle transmet en 2.4 et 2.5 GHz. Elle définit deux types de couches physiques, le ERP OFDM et ERP DSS. Donc ERP DSS, elle utilise la DSS, Direct Sequence, donc elle est compatible avec 802.11b. Donc elle est compatible avec 802.11b et elle est compatible avec le standard original en mode DSS. Si vous vous rappelez, le standard original définit trois types, le infrarouge, le DSS et le HF DSS. Donc ce tableau récapitulatif résume les différentes versions. Bon, ces versions-là, c'est les versions les plus connues. Donc, les B, G et A, c'est les versions les plus connues en Wi-Fi. Donc on a plusieurs modifications. Modification, c'est amendment, si vous vous rappelez le terme amendment. Donc on a plusieurs modifications 802.11. Donc A, B, G, on a déjà parlé. D, elle ajoute le country code. Le country code, il sert à définir l'ensemble de canaux ou bien l'ensemble de canaux utilisables dans certains pays. Donc chaque pays définit le nombre de canaux utilisables. Donc en configurant le code du pays, donc on peut déterminer quels sont les types de canaux utilisés. Le 802.11h, donc elle définit la technique DFS et TPC, donc on va la voir plus tard. 802.11i, donc elle introduit un niveau de sécurité plus élevé par rapport au web, aux clés web qui est vulnérable.
Donc, elle définit ce qu'on appelle le WPA2. Donc, WPA2, c'est une appellation donnée par l'organisme Wi-Fi Alliance. 802.11j pour définir l'utilisation de 4.9. 802.11e, donc c'est une modification très très intéressante car elle introduit le principe de qualité de service et la voix sur Wi-Fi. Donc on a plusieurs d'autres modifications. Donc je cite 802.11p pour la communication entre véhicules, communication. Et on a la 802.11k pour la gestion du roaming. Et on a aussi le interworking, c'est-à-dire lorsque on est en communication dans un réseau Wi-Fi et on sort de couverture, on peut faire un handover vers le réseau mobile. Et on a plusieurs types. Pour la mobilité aussi, on a le fast roaming, fast handoff, donc le fast roaming 802.11r. 802.11k RRM, elle fonctionne avec 802.11r, donc pour avoir le routage, pour avoir le roaming, la mobilité entre les points d'accès. Lorsqu'on parle de mobilité, on parle de seamless roaming, on parle du handover qui se réalise dans un petit laps de temps, dans un instant qui n'est pas perceptible par l'utilisateur. Donc la 802.11n, c'est la version, disons, la plus utilisée maintenant et la plus implémentée dans les 4 réseaux Wi-Fi disponibles sur le marché, et c'est disponible dans les installations réseau actuelles. Elle fonctionne en 2.4 GHz et 5 GHz. Donc elle a 2 modes de fonctionnement. Elle peut utiliser une bande de fréquence jusqu'à 40 MHz, c'est-à-dire elle va utiliser deux bandes ou bien 2 canaux adjacents pour transmettre l'information. Elle est désignée par high throughput, par I3E. Le débit, il varie entre 150 et 600 mégabits par seconde en utilisant la technologie MIMO. Donc on va voir dans un chapitre séparé comment les technologies MIMO ont pu augmenter le débit de cette façon-là. Ici, on remarque que le débit il est augmenté jusqu'à 4 fois, entre 150 et 600 mégabits par seconde. La 802.11ad, donc c'est VHT, donc elle fonctionne en 60 GHz. Donc lorsqu'on dit 60 GHz, c'est-à-dire que le domaine d'application est très réduit. Donc on ne peut pas faire une couverture en utilisant 64 GHz. Donc 60 GHz, elle sert juste à transmettre en visibilité directe. Donc le débit, il peut atteindre 5 gigabits par seconde, mais le range est très petit. Le range, c'est-à-dire le rayon de couverture, ou bien la distance de communication. La 802.11ac, donc c'est la 5e génération Wi-Fi. L'inconvénient le plus grand de cette technologie est qu'elle utilise juste la 5 GHz. Elle utilise juste les fréquences en 5 GHz. Elle peut atteindre un débit jusqu'à 1 gigabit par seconde. La bande passante utilisable 40, 80 jusqu'à 60, 160 MHz. Donc c'est-à-dire elle a la capacité de faire ce qu'on appelle le channel bonding, c'est-à-dire elle relie deux canaux adjacents pour l'utiliser comme étant un seul canal et transmettre l'information. La modulation, elle peut atteindre jusqu'à 256 états. Elle utilise MIMO jusqu'à 8 fois 8. En plus, elle a la capacité d'utiliser le MIMO en multi-utilisateur. Tous ces détails, on va les voir dans un chapitre séparé.
Wi-Fi, on a déjà parlé sur le Wi-Fi, c'est l'utilisation des fréquences utilisées auparavant par la télévision dans les États-Unis. Donc c'est définir comment utiliser les fréquences entre 50 et 600 MHz. Donc ces fréquences, ne permet pas d'augmenter le débit beaucoup, mais elle permet juste un débit un peu réduit. En pratique, c'est plus petit que 568 mégabits par seconde. Mais elles ont l'avantage de couvrir une longue distance. Donc maintenant, avec l'Internet des objets, on cherche à couvrir une longue distance et de consommer très peu d'énergie. La 802.11 AH utilise la bande 900 MHz. Donc elle définit un mode de fonctionnement low power. Elle définit comment on peut économiser de l'énergie pour des applications IoT, mais on peut les utiliser pour d'autres applications. On a la 802.11 AI pour réduire le temps d'établir une communication avec un point d'accès Wi-Fi. On a la AJ, donc AJ pour utiliser 45 GHz en Chine. Donc peut-être que la 60 GHz n'est pas disponible en Chine. Donc la AQ permet de découvrir les services avant la préassociation. Donc elle permet de découvrir certains services délivrés par le point d'accès. La 802.11 AX, donc la dernière version du Wi-Fi, donc c'est la version 6, donc c'est la version actuelle. Donc elle utilise MIMO, Multi-User MIMO, OFDMA. Pour la première fois, le Wi-Fi utilise OFDMA. Donc OFDMA, c'est pas la même OFDMA que la 4G, mais c'est presque le même principe. Donc on va le voir dans le chapitre qui concerne les nouvelles technologies Wi-Fi. Et le débit, il peut atteindre jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc le 802.11 AY, elle peut augmenter le débit. Donc c'est toujours en Wi-Fi 60 GHz, donc c'est Wi-Fi direct, qui fonctionne en liaison directe. On peut atteindre un débit de 20 gigabits par seconde. Dans la 802.11h, on a défini les DFS et TPC. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé sur les canaux, on a dit que certains canaux nécessitent l'utilisation de DFS TPC. Car en fréquence 5 GHz, il y a d'autres technologies ou bien d'autres équipements qui fonctionnent dans la même bande. Il y a des satellites et surtout des radars qui fonctionnent dans la bande 5, dans certains canaux en 5 GHz. Donc ces canaux qui sont utilisés à la fois par la Wi-Fi et les satellites nécessitent l'utilisation de DFS-TPC. C'est-à-dire des DFS, c'est pour découvrir s'il y a des activités sur le canal, pour l'éviter, pour ne pas faire des interférences, et TPC pour contrôler le niveau de puissance à transmettre. Donc pour résumer, de génération en génération de Wi-Fi, donc de la première génération standard qui atteint jusqu'à 2 mégabits par seconde, on arrive maintenant à une technologie qui peut transmettre jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc ce tableau résume les différentes techniques utilisées par les différentes générations pour augmenter les débits. Donc lorsqu'on parle de 802.11n AX, c'est-à-dire à partir de la 4e, 5e, 6e génération, la principale technique qui permet d'améliorer le débit, c'est la technologie MIMO. C'est la technologie MIMO en plus de la carrier aggregation. En carrier aggregation, en 3GPP, en Wi-Fi, on l'appelle channel bonding, c'est-à-dire de combiner des canaux adjacents pour transmettre de l'information. Donc je vous remercie pour avoir suivi ce cours. Donc je vous remercie.